L'actu vue par les entrepreneurs, troisième. Nous sommes heureux aujourd'hui avec deux nouveaux entrepreneurs, Michael, de parler des conséquences de la conférence environnementale pour les entreprises, parce que ça a été un événement, on peut le dire. C'est un événement et c'est un vaste sujet qu'on va évoquer avec nos deux invités. Mathieu Alizon, donc, qui est gérant d'Alizon Consulting, installé à Changé. Vous êtes un spécialiste de l'environnement, ça tombe bien. Hein, ça tombe bien. Et vous êtes membre d'ailleurs du comité environnement du MEDEF. Exactement. De la Sarthe. Philippe Le Boucher, qu'on connaît, vous avez vu quelques fois ici, je pense, directeur général de la Foncière Le Lièvre, membre lui du CJD, Centre des jeunes dirigeants, et du MEDEF. Voilà. Donc vendredi, c'était la conférence environnementale du gouvernement. Il a été question de pratique, de politique écologique avec la transition et l'efficacité énergétique souhaitée. Il a été question également des gaz de schiste, abandon, plus ou moins, de la préservation de la biodiversité, etc., etc. La conclusion de Jean-Marc Ayrault était intéressante. L'écologie n'est pas un frein ou une contrainte, mais un puissant levier de croissance de la compétitivité de nos entreprises. Voilà. Après ça, qu'en avez-vous retenu de cette conférence? Moi, je trouve que la conférence, pardon, elle a été intéressante au niveau des annonces qui ont été faites. Il y a eu des choses intéressantes, notamment sur la politique énergétique. Le fameux débat sur l'énergie tant annoncé devrait avoir lieu. Après, c'est vrai que c'était que 2 jours, contrairement au Grenelle de l'environnement qui, lui, avait duré, je crois, environ 3 mois. Donc là, en fait, c'était surtout une feuille de route qui a été donnée à l'ensemble des parties prenantes. Ce n'est que cette semaine qu'on saura d'une manière très précise, en fait. C'est même pas cette semaine, c'est dans les mois, les années à venir. Je crois que le débat sur l'énergie n'est pas encore... Il aurait fallu une réunion, des décisions plus fermes, des vraies décisions. Pas forcément, parce qu'après... pas seulement une feuille de route. Non, je pense pas. Je pense que c'est un bon début. Après, le Grenelle de l'environnement, certes, il s'était peut-être un peu trop étalé dans le temps. Donc là, je pense que c'est un bon point de départ qui a regroupé l'ensemble des acteurs. Il y a des annonces qui ont été faites. Des annonces qui étaient en lien avec la campagne de M. Hollande. Donc là, maintenant, il faut, je dirais, convertir l'essai. Alors, on va évidemment peut-être détailler un peu ce qui a été dit, mais avant, je voudrais savoir comment le patron d'une entreprise de service réagit par rapport, effectivement, à ces propositions gouvernementales. Est-ce que vous vous sentez autant concerné, par exemple, que les industriels, quoi? Alors, on se sent concerné, mais moi, je pourrais rebondir sur la conclusion de Jean-Marc Ayrault, en disant grossièrement que l'écologie, il ne faudra pas la prendre comme une contrainte. J'ai l'impression qu'on est tous d'accord sur ce principe-là, surtout quand on discute entre amis dans notre salon. Le problème, surtout si c'est les autres, c'est ça, non? C'est un peu ça. Non, mais on peut même être intimement convaincu de cette idée-là. L'écologie n'est pas un domaine à traiter à part, il est une part globale, d'ailleurs, du monde de l'entreprise. Donc, de ce point de vue-là, on va dire harmonie totale avec ce qu'il annonce. Après, le lendemain matin, quand on se lève et qu'on va dans l'entreprise et qu'il faut la gérer, eh bien là, on doit travailler des contraintes tous les jours, et elles s'accumulent chaque jour. Les contraintes réglementaires qu'on a depuis de nombreuses années. Réglementaires, fiscales, sociales, etc. Et dans ce sens-là, l'écologie, même si elle peut être mise en avant, en devient une de plus. Donc, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur ce qui s'est dit, mais au-delà du débat général et philosophique autour de la maîtrise de notre environnement, sur lequel je pense une grande majorité de nos concitoyens sont d'accord, il y a un problème de périodicité. On est quand même dans des moments où les chefs d'entreprise ont une vision bien obscurcie, et donc il faudrait bien faire attention. Donc vous dites qu'il y a des périodes où on peut faire des choses et des périodes où il faut c'est un luxe, en fait, un moratoire, quoi. C'est ça que vous dites. Et je pense qu'effectivement, là, le débat peut vite s'acharner, notamment lorsqu'on a des fervents défenseurs de l'écologie, où ils nous disent la différence entre vous et nous, c'est que pour nous, l'écologie n'est pas un luxe, et ça n'est pas un domaine aléatoire, et ça devient un précaré obligatoire. Par exemple, là, il a été annoncé que la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, portant sur les polluants atmosphériques. Donc c'est très précis, avec progressivement une baisse de la réduction dont bénéficient les biocarburants. Globalement, il y a des choses comme ça. Comment vous considérez ça, vous, en tant que chef d'entreprise? Alors, j'ai plutôt une vision je dirais, c'est pas vraiment en tant que chef d'entreprise, mais une vision de conseil. Sur tout ce qui touche au carburant actuel, je pense que là, par contre, le débat il est un peu biaisé. Je pense qu'on ne s'intéresse pas forcément au vrai levier de réduction. On parle d'agrocarburants, on parle de réduction des consommations des véhicules tels qu'ils existent aujourd'hui.
au niveau technique, alors que, à mon avis, on devrait d'abord s'intéresser au comportement des individus qui conduisent. Déjà, je pense que réduire sa consommation individuelle quand on est dans sa voiture. L'éco-conduite, quoi, Par exemple, qui commence à bien fonctionner. Il y a des cours dans certaines auto-écoles d'éco-conduite. Et dans certaines entreprises aussi. Enfin, c'est en train de vraiment de se développer. Mais après, il y a tout un tas de services que l'on peut développer autour de la mobilité. Alors, le covoiturage, l'autopartage. Excusez-moi, mais en tant que responsable économique, quand effectivement, je crois que c'est Jean-Marc Ayrault qui l'a annoncé, disait on va pratiquer une politique de soutien à la recherche et développement pour que dans 10 ans, les voitures consomment 2 litres de moins, j'allais dire c'est tout bénef, si vous me permettez l'expression, pour tout le monde, aussi bien les particuliers que les entreprises, non ? Les entreprises qui vont être aidées pour innover, je sais pas. Et puis les particuliers qui vont consommer beaucoup moins, à qui ça coûtera moins cher. Oui, là je reviens un peu sur ce que je viens de dire. Je pense que consacrer des centaines de milliers, voire de millions d'euros pour de la R&D sur ce sujet-là, je pense qu'on pourrait avant tout s'intéresser à la sensibilisation sur les modes de conduite. Philippe Le Boucher ? Alors, la voiture, je vais peut-être pas revenir dessus, mais si on élargit le débat à l'ensemble des points sur lesquels on est censé économiser de l'énergie, et pour revenir sur un point que je connais peut-être un peu mieux, qui est celui de l'habitat, le logement. Là, il a été annoncé 100 000 logements construits, un guichet unique de la rénovation thermique des logements chargés de conseiller les ménages, et la rénovation, un programme de rénovation des bâtiments publics. Exactement. Public, avec aussi une grosse pression sur la rénovation des logements privés, de manière à ce qu'ils soient mieux isolés pour moins consommer. Une fois qu'on a dit ça et qu'on s'arrête là, on rentre chez nous, tout le monde est content, évidemment, c'est merveilleux, dans le meilleur des mondes. Après, la réalité des choses, c'est que les gens qui vivent dans des logements collectifs aujourd'hui, qui donc centralisent le paiement de leurs charges pour la gestion de leur immeuble, la réalité du quotidien aujourd'hui, c'est qu'il y a une montée du nombre d'impayés juste pour payer sa facture énergétique du moment. Alors, pour aller investir quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros pour aller améliorer l'habitat au-delà de l'idée merveilleuse, eh bien, on va exclure aussi toute une population du logement, tout simplement. Et là, excusez-moi, j'y vois juste une contradiction entre le droit au logement et le bien-être dans le logement. Dernière question, Michael. Oui, vous parlez du logement. On peut parler aussi du logement social, où il y a des grandes campagnes de rénovation d'habitat. Là, malgré tout, c'est de l'investissement public qui va pour des organismes publics, mais qui font marcher aussi des entreprises privées. Enfin, là, il y a une sorte d'entraînement général qui va plutôt dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, mais il n'a échappé à personne que l'État n'a absolument pas les moyens d'entamer l'ensemble de la rénovation de son parc public, et que pour ça, il a besoin que le parc privé se rénove aussi, et qu'il y ait des investisseurs privés. Donc là, on a un problème, c'est qui paye. Bon, ce sera la conclusion. Qui paye pour ça va vite, ce rendez-vous d'aujourd'hui. Ça va trop vite, effectivement. Merci à tous les deux d'avoir participé.